Bonjour à tous et à toutes, je suis heureuse de vous revoir dans cette nouvelle vidéo. Mon nom c'est Germaine Alibé Azokota, je suis enseignante de PCT, j'interviens au cours secondaire. Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous sur l'oxydation des alcools. Mais avant, il me plaît de vous rappeler les gestes barrières pour éviter la propagation du coronavirus. Il faut donc se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Rester chez soi, mais en cas d'extrême nécessité, ne jamais oublier de porter le masque. Et enfin, respecter les mesures de distanciation sociale d'au moins 1 mètre. À présent, place au cours. Chers amis, comme annoncé dans l'introduction, aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'oxydation d'un alcool. À travers un exercice, nous allons essayer de voir comment équilibrer une équation d'oxydoréduction d'un alcool. On va voir donc les techniques qui permettent de le faire plus rapidement. Et nous allons, partant de là, voir comment utiliser le rendement de cette même réaction pour rechercher une information sur le produit formé. Mais avant, je voudrais rappeler ce que c'est qu'un alcool. Eh bien, vous savez que l'alcool, c'est un composé organique qui renferme dans sa molécule le groupe hydroxyle qui est lié à un atome de carbone à structure tétraédrique. C'est important, la structure tétraédrique. Ça veut dire que lorsque vous écrivez la formule développée, autour de cet atome de carbone eh bien, qui est lié au groupe hydroxyle, vous devez avoir 4 liaisons de covalence simples. Quand il y a une double liaison ou une triple liaison, on ne saurait appeler cette molécule-là celle d'un alcool. C'est important. Eh bien, la formule générale d'un alcool, c'est bien ROH. Alors, R peut être un groupe alkyle. Et quand c'est un groupe alkyle, on parle d'alcool aliphatique. Si R est plutôt un groupe aryle, on parle d'alcool aromatique. Alors, je voudrais aussi rappeler qu'il existe 3 classes d'alcool. Vous avez l'alcool primaire, vous avez l'alcool secondaire et enfin l'alcool tertiaire. Alors, une méthode de préparation d'un alcool, c'est bien l'hydratation. L'hydratation d'un alcène. Et cela se fait en présence d'une solution d'acide sulfurique qui représente en fait le catalyseur. Alors, quand je considère un alcène, l'hydratation, n'est-ce pas, d'un alcène, eh bien, on obtiendra un seul produit si l'alcène est symétrique. Un seul produit. Mais si l'alcène est dissymétrique, on obtiendra 2 produits. Et dans bien de cas, les 2 produits n'appartiennent pas à la même classe. Alors pour les distinguer, qu'est-ce qu'on fait? On fait recours à une oxydation ménagée. Et cette oxydation ménagée peut être catalytique. On peut aussi utiliser une solution oxydante. Et l'oxydation est appelée ménagée, est qualifiée de ménagée parce que à l'issue de cette oxydation, il n'y a pas de rupture de la chaîne carbonée. Eh bien, pour distinguer ces 2 produits qui n'appartiennent pas à la même classe, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Je disais qu'on fait recours à l'oxydation ménagée. Il faut retenir que l'oxydation ménagée d'un alcool primaire offre 2 possibilités, 2 cas. Le premier cas, lorsque la solution oxydante ou lorsque l'oxydant est en défaut, on obtient un aldéhyde. Un aldéhyde
Et lorsque l'oxydant est plutôt en excès, on obtient l'acide carboxylique. Acide carboxylique. Voilà ce qu'il en est de l'alcool primaire. Alors pour l'alcool secondaire, il n'y a rien à faire. Si l'oxydation a lieu, on obtient quel produit? Eh bien, la cétone. Avec l'alcool tertiaire, on n'obtient rien. Il n'y a rien. Donc, l'alcool tertiaire ne s'oxyde pas. Alors, parlons tout à l'heure d'oxydation ménagère. Je crois que j'ai dit qu'on peut utiliser des solutions oxydantes. Le programme nous impose 2 solutions oxydantes. Il y a la solution de permanganate de potassium, donc je mets K+, voilà, MnO4-, qui a une couleur violette. Et cette couleur violette est due à la présence de l'ion permanganate. On peut avoir également la solution de dichromate de potassium. K+, voilà. Cette solution a une couleur jaune orangé. Cela est dû à l'ion dichromate. Et à chaque solution est associé un couple redox. Quand je prends cette solution, le couple redox qui lui est associé, c'est MnO4- Mn2+. Mn2+, qui est l'ion manganèse. L'ion qu'on obtient lorsque l'oxydation a lieu en présence de l'ion permanganate. Alors, on associe à cette solution ce couple redox, l'ion dichromate, l'ion chrome 3. Quelle est la couleur de... Voilà, j'ai déjà donné cette couleur-là. Et c'est pour dire par la suite que vous pouvez, n'est-ce pas, identifier par vous-même parfois, parce que dans certains exercices, on ne vous dit pas que l'oxydation a lieu. Mais vous pouvez lire à travers les lignes. On peut parler, on peut faire référence par exemple à une couleur, à l'évolution de la couleur ou bien au maintien, n'est-ce pas, de la couleur de départ. Alors donc, lorsque, avec cette solution-là, par exemple, je donne un exemple, avec cette solution-là, on dit par exemple que le milieu réactionnel ou le mélange reste violet. Cela veut dire qu'il n'y a pas eu évolution. Et s'il n'y a pas évolution, il n'y a pas eu évolution de cette couleur-là, cela veut dire alors que l'alcool ne s'est pas oxydé. Et si cet alcool ne s'est pas oxydé, on peut déduire que c'est un alcool tertiaire. Parce que s'il y avait, n'est-ce pas, oxydation, on aurait eu une décoloration du milieu réactionnel, tout simplement parce que l'ion manganèse est incolore. Là, c'est violet. Ici, incolore. De la même manière, avec ce couple-là, si le milieu réactionnel ou le mélange reste jaune-orangé, on peut comprendre que cet ion n'a pas été réduit. Par contre, s'il y a eu oxydation, la couleur jaune-orangé va évoluer vers celle de l'ion chrome 3 qui est simplement vert. Bien. On suppose que l'oxydation a eu lieu. Nous avons eu des produits. Mais comment est-ce qu'on peut faire, comment on peut identifier, voilà, on peut identifier ces produits-là et remonter jusqu'à la classe de l'alcool de départ. Il y a des tests que l'on fait subir aux produits. Donc, test d'identification, on parle de test d'identification des aldéhydes et des cétones. Alors, lorsque je prends par exemple l'aldéhyde, je viens là, l'aldéhyde a la possibilité de réagir positivement
avec la liqueur de Fehling, il peut réagir positivement aussi avec le réactif de Tollens, qu'on appelle encore nitrate d'argent ammoniacal. Il peut réagir avec, évidemment, lorsque la réaction se fait ici, on obtient un précipité rouge brique. Et quand ça se fait avec le réactif de Tollens, qui est le nitrate d'argent ammoniacal, on obtient un dépôt de miroir d'argent. La réaction peut être également positive avec la 2,4 DNPH, 2,4 donc dinitrophénylhydrazine. Et on peut aussi observer une couleur rose lorsque la réaction se fait avec le réactif de Schiff. Pour ce qui concerne l'acétone, eh bien l'acétone, la réaction n'est positive qu'avec la 2,4-DNPH. 2,4-DNPH. Avec les 3 cas là, on n'obtient rien. Alors si on n'obtient rien, avec le produit issu de l'oxydation d'un alcool, on peut, avec ces 3 là, si on n'obtient rien, on peut donc dire que, évidemment, le produit obtenu est une cétone. Et si le produit obtenu est une cétone, ça veut dire que l'alcool est un alcool secondaire. Voilà un peu comment on peut essayer de reconnaître, n'est-ce pas, par des tests les produits et remonter à la classe, n'est-ce pas, des alcools. À présent, nous allons passer à un exercice pour voir comment, très rapidement, on peut équilibrer l'équation d'oxydation d'un alcool en présence d'une solution oxydante et comment utiliser le rendement pour rechercher une information sur le produit. Voilà un peu l'exercice que nous allons essayer de traiter pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé au départ. Donc, il s'agit d'un alcool A de formule brute. On a voulu rester très simple. De formule brute C3H8O. Cet alcool, en présence d'une solution acidifiée de dichromate de potassium, a conduit à un produit B. Le produit B, soumis au test de la 2,4-DNPH, ne donne rien. Et l'oxydation de l'isomère A1 de A avec la solution de permanganate de potassium donne un produit B1 avec un rendement de 95%. Nous avons ici quelques informations sur la solution oxydante, la masse de l'isomère A1 et sa masse molaire. Et la masse molaire aussi du produit obtenu après oxydation de A1. Et la question, c'est de pouvoir identifier les composés organiques AB, A1, B1, et ensuite calculer la masse du produit B1. Eh bien, nous allons y aller. Bien, résultat. On veut retrouver la formule parce que identifier un composé, en fait, c'est retrouver sa formule semi-développée et de pouvoir lui attribuer un nom. Si vous ne faites pas les deux, c'est que la réponse à la question n'est pas complète. Alors, voici donc la formule de cet alcool A. Cet alcool A qui, en présence d'une solution acidifiée de dichromate de potassium a donné B, on peut donc dire déjà qu'il y a eu oxydation. Et au vu de ce que nous avons vu dans le cours de tout à l'heure, cours rappelé, s'il y a eu oxydation, c'est que B peut être un aldéhyde ou bien ça peut être une cétone. Alors, on a soumis B à un test. B, soumis à ce test, ne donne rien. Alors là, ça peut amener à se poser des questions. Que peut être alors B? Si B soumis à ce test ne donne rien, alors qu'à partir du coup, il a été dit
que si c'est l'aldéhyde ou la cétone, avec la 2,4-DNPH, on a forcément une réaction positive. Mais ici, à un alcool, l'alcool a subi une oxydation. On a obtenu un produit. Et ce produit ne donne rien. Avec la 2,4-DNPH, qu'est-ce qu'on peut déduire? Le produit n'est pas un aldéhyde. Le produit n'est pas une cétone. Et qu'est-ce que ça peut être si nous savons que on obtient l'aldéhyde, la cétone ou bien l'acide carboxylique à partir du coût qui a été fait? On en déduit simplement que le produit B est un acide carboxylique. Donc déjà, A, on avait dit que c'est un alcool. Alors si B est un acide carboxylique, on peut revenir sur A pour donner un peu plus de précision. Si c'est un acide carboxylique, forcément, l'alcool de départ est un alcool primaire. Voilà, j'ai envie de faire rapidement cette analyse-là avant de passer à la formule de chacun de ces composés. Bien, A1, c'est l'isomère de A. Nous savons que A est un alcool primaire et A1 est l'isomère de A. A1 a été soumis à l'oxydation, à une réaction d'oxydation, et on obtient un produit. Un produit, tout simplement, avec un rendement qui a été indiqué. Je reviens donc à la formule brute de départ. La formule brute, c'est 3H8O. Répond à combien de formules semi-développées? Allons-y voir. CH3, CH2, CH2, OH. Ça, c'est la première formule. Ensuite, CH3, CHOH, CH3. Voilà les deux possibilités. Et si déjà A est un alcool primaire, évidemment, nous connaissons les formules générales de l'alcool primaire, secondaire, tertiaire. Et on constate bien sûr que ceci appartient à un alcool, à la classe d'un alcool primaire. On en déduit que A a pour formule, voilà, là, et on n'en aurait pas fini si on ne donne pas son nom. Eh bien, il s'agit du propan 1-ol. C'est important de préciser l'indice de position du groupe hydroxyle. Alors, si A est un acide carboxylique et A est identifié, on peut rapidement identifier B. Et B, oui, non, A1 plutôt, qui est l'isomère de A. Eh bien, l'isomère de A, qui est A1, c'est bien le deuxième alcool. Voilà. Et son nom, c'est bien le propan 2-ol. On sait déjà que B est un acide carboxylique. On peut retrouver sa formule. On avait dit au départ que l'oxydation est ménagée, donc il y a conservation du squelette carboné. CH3, c'est à ce niveau-là que la transformation va s'opérer pour donner là le groupe caractéristique de l'acide carboxylique, le groupe carboxyle. Et le nom, acide propanoïque. Enfin, toujours par rapport à la première question, B1, si A1 est un alcool secondaire, eh bien, nous avons vu dans le cours que l'alcool secondaire s'oxyde en cétone. La formule donc de la cétone, là, la transformation sera opérée à ce niveau-là. Ça nous fait donc CO. Et le nom, propan, si nous voulons appliquer rigoureusement les règles de nomenclature des cétones, eh bien, nous serons amenés à préciser l'indice de position, mais ici, il n'y a pas deux possibilités.
Il n'y a pas deux possibilités parce que pour avoir l'alcène, l'acétone, eh bien, il faut partir de 3. Donc, il n'y a pas autre possibilité de nomenclature. On peut donc oublier l'indice de position. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut oublier pour les autres. Parce que pour les autres cas, il faut vraiment préciser cet indice de position. Donc ici, propanone, on peut l'appeler ainsi. Donc voilà un peu la réponse à la première question. La deuxième question, la masse du produit B1. Il s'agit donc de calculer la masse de l'acétone. Alors, pour déterminer la masse de l'acétone, qui est le produit d'oxydation de A1, il faut forcément recourir à l'équation bilan. Donc, nous allons y aller. Recourir à l'équation bilan. Mais il faut savoir que cette réaction d'oxydation met en jeu deux couples redox. Le couple lié à la solution oxydante, puisque c'est la solution de permanganate de potassium. On vous aurait donné cela dans les informations. Voilà. Mn2+. Et le deuxième couple, lié au composé organique. Généralement, c'est le produit qui représente l'oxydant. Et le réactif est le réducteur. Alors ici, le produit, c'est l'acétone, c'est le propanone. Donc, nous allons commencer par là. Voilà, l'oxydant, le réducteur. OK. Bien, à partir de là, nous allons écrire, comme je l'ai annoncé, l'équation bilan. L'équation bilan de la réaction. Équation bilan de la réaction d'oxydation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là, vous savez peut-être déjà, mais ce n'est pas superflu de suivre et de comprendre davantage. Je veux partir de ce couple. Je peux partir de n'importe quel couple. Mais de préférence, je choisis de partir de ce couple-là pour libérer d'abord les électrons, lesquels électrons seront captés par l'oxydant, liés à la solution oxydante. Donc, lorsque je regarde bien le couple, je sais que le composé de départ, c'est l'alcool. C'est lui que je positionne. Alors, voilà. Alors, peut-être pour créer un peu plus d'espace, comme je sais déjà, je renvoie ces informations-là ici. Je renvoie les informations ici pour ne pas manquer d'espace. Donc, une fois cette partie nettoyée, j'ai envie de ramener les informations plus haut pour disposer de beaucoup plus d'espace. Alors, C0, c'est 0,2 mol par litre. Le volume, c'est 50 millilitres. La masse, ça nous fait 30 grammes. Le 60 grammes par mol. La masse, voilà, ça fait 58 grammes par mol, avec un rendement de 95%. Voilà. OK. Donc, j'écris l'équation bilan. Équation bilan. Ça va me prendre un peu plus d'espace. Donc, j'ai déjà le couple, les deux couples là-bas. L'alcool qui va se transformer, donc je laisse un peu de place pour pouvoir accueillir d'autres espèces ou un complément. La masse étant déjà annoncée,
je peux libérer tout ceci. Donc l'alcool se transforme en cétone, on a dit tout à l'heure. Et je commence l'équilibre de l'équation. Je fais le point des atomes de carbone et il est évident que nous en avons 3. On a 3 de chaque côté. Je passe ensuite à l'atome d'oxygène, j'en ai un partout. Je fais enfin le point des atomes d'hydrogène, ça me fait 6 plus 2, ça fait 8. Alors qu'ici, j'en ai 6. Donc, il y a déficit d'atomes d'hydrogène. Et quand il y a déficit d'atomes d'hydrogène, eh bien, ce déficit-là est compensé par des protons. 8, 6, je vais donc positionner 2 protons. Ainsi, l'équation est équilibrée en atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Mais ce n'est pas fini. Je vais passer aux charges. Ici, j'ai la présence de 2 charges positives. Mais là, je n'en ai pas du tout. Il va falloir que je neutralise ces 2 charges positives en apportant 2 électrons qui sont naturellement chargés négativement. Je peux dire que l'équation est équilibrée, mais il me faut passer en milieu aqueux. Et pour cela, je regarde les 2 côtés et je me rends compte qu'il y a la présence de 2 protons. Je vais donc ajouter à chaque côté de mon équation autant de molécules d'eau que de protons. Et comme j'en ai 2, je vais donc ajouter 2 molécules d'eau à chaque côté. Pourquoi donc? Parce que un proton associé à une molécule d'eau, eh bien les 2 s'imbriquent pour donner l'ion hydronium. Donc je veux faire apparaître, n'est-ce pas, les ions hydronium dans mon équation. J'ajoute donc 2 molécules d'eau ici, ce qui transforme les 2 protons en 2 ions hydronium et j'en ajoute là également. Et qu'est-ce que j'ai là? Comme il y a une perte d'électrons, eh bien, c'est une réaction d'oxydation. Ça, c'est la demi-équation d'oxydation. Le deuxième couple, MnO4, qui, voilà, va se transformer en Mn2+. Il faut que j'équilibre. Là, lorsque je cache les charges, j'ai un atome de manganèse ici. Je retrouverai, après avoir caché aussi un atome de manganèse. Je passe à l'atome d'oxygène. Ici, j'en ai 4. J'ai 4 atomes d'oxygène. Et il y a absence totale d'atomes d'oxygène de ce côté. Le déficit en atomes d'oxygène est compensé par des molécules d'eau. Dans une molécule d'eau, vous avez un seul atome. Et comme ici, un atome d'oxygène. Comme ici, j'ai 4 atomes d'oxygène, il va falloir ajouter 4 molécules d'eau. Voilà. Ainsi, le problème est réglé avec l'atome d'oxygène. Un problème réglé et un autre qui apparaît parce que je retrouve ici des atomes d'hydrogène au nombre de 8. Il faudrait que j'équilibre l'équation en atomes d'hydrogène maintenant en ajoutant, comme je l'ai dit, voilà, 8 protons parce que le déficit est compensé par des protons. Puis, je fais le point des charges. J'ai ici une charge négative, 8 charges positives. La somme me fait 7 charges positives. Ici, je retrouve 2 charges positives. Pour donc équilibrer, il faudrait que je réduise les 7 charges positives à 2, d'où la nécessité d'ajouter 5 électrons. Puis, je passe à présent en milieu aqueux en ajoutant à chaque côté de mon équation autant de molécules d'eau que de protons. Comme j'en ai 8, je vais ajouter 8 molécules ici, 8 là également. Les 8 molécules d'eau que j'ajoute transforment les 8 protons en 8. Voilà.
ion hydronium. Et comme j'en avais déjà 4, je dois ajouter 8. J'en avais 4. 4 plus 2, ça me fait 12. Voilà. Et là, il y a gain. Il y a gain d'électrons puisque l'oxydant de départ, l'espèce de départ a gagné d'électrons. On parle de la réduction. Je vais obtenir l'équation bilan. L'équation bilan, eh bien, pour retrouver l'équation bilan, je jette rapidement un coup d'œil sur les deux équations. Je me rends compte que le nombre d'électrons ici, le nombre d'électrons cédés par l'alcool de départ ne correspond pas au nombre d'électrons captés par l'ion manganèse. Pour cela, je dois multiplier la première équation par 5, et la deuxième équation par 2, ainsi 5 fois 2, ça fait 10, 2 fois 5, ça fait 10. Je peux descendre maintenant l'équation bilan, voilà, très rapidement, plus, voilà, plus, quoi d'autre? Alors là, j'ai 5 fois 2, ça fait 10 molécules d'eau en haut. 2 fois 12, ça me fait 24 molécules d'eau. Donc, je me rends compte que les molécules d'eau pèsent beaucoup plus de l'autre côté. Donc, leur place, c'est là-bas. Je ne m'en occupe pas pour l'instant. Si je dois en parler, eh bien, je dirais simplement que les molécules d'eau que je dois retrouver ici, la molécule d'eau aura comme coefficient, voilà, 2 fois 12, 24, moins 5 fois 2, 10. Donc, le résultat, je le mets là-bas. Je m'intéresse à l'ion hydronium. 2 fois 8, ça fait 16. 5 fois 2, ça fait 10. Donc, 16 ici, de ce côté, 10 de l'autre côté. Les ions pèsent beaucoup plus à ce niveau-là. Donc, je fais 16 moins les 10, ce qui me fait 6. Voilà. Et je continue parce que dans l'équation bilan, ne doit jamais apparaître l'électron. Jamais. On ne doit jamais avoir la présence d'un électron dans l'équation bilan. Eh bien, de l'autre côté, 5, voilà, très rapidement, plus 2. Alors, plus, comme je le disais tout à l'heure, 2 fois 12, ça fait 24. 5 fois 2, ça fait 10. 24 moins 10, alors, égale à 14. Voilà donc l'équation bilan de la réaction. Place à la détermination de la masse dont on a parlé. Eh bien, pour déterminer cette masse-là, chers amis, il est question de rendement. Et là, c'est vraiment important, le rendement. Eh bien, le rendement, pour ce qui nous concerne ici, c'est bien le nombre de moles du produit obtenu réellement à l'issue de cette expérience, de cette oxydation. Ça, je rappelle bien sûr que c'est B1. Et là, c'est A1. Nous voulons déterminer la masse de B. Alors donc, ça fait le nombre de moles de B1 obtenu donc réellement sur le nombre de moles de B1, le nombre de moles théorique de B1. Et j'entends par nombre de moles théorique de B1 le nombre de moles de ce produit B1 qui serait formé si la réaction était totale. Et on l'appelle également le nombre de moles du produit attendu. Donc, ce qu'on attend n'est pas forcément ce qu'on obtient à l'issue de l'expérience. Alors, comment j'évolue maintenant? Là, je fais très attention. Attention parce que je dispose de certaines informations. Je dispose d'informations sur A1. J'en ai également sur la solution oxydante. Les deux se trouvent être des réactifs. Je ne peux donc pas me jeter là-dessus. Qu'est-ce que je fais?
je vérifie l'état du mélange réalisé. Donc, ça m'amène donc à aller chercher à voir si le mélange est stoichiométrique ou non. Si le mélange n'est pas stoichiométrique, cela voudra donc dire qu'il y a un réactif en excès que je dois d'ailleurs fuir. Et comment chercher le réactif, comment vérifier l'état de ce mélange? Le nombre de moles de A1, initial bien entendu, de A1 sur son coefficient. Je calcule ce rapport-là que je compare au rapport, eh bien, le nombre de moles initial de cet ion sur 2. S'il y a égalité entre les deux, c'est que le mélange est stoichiométrique, il n'y a pas de réactif en défaut, il n'y en a donc pas en excès. Dans le cas contraire, je vais continuer le travail avec le réactif limitant, qui est encore appelé réactif en défaut. Donc, le nombre de moles de A1, qu'est-ce qu'on m'a donné sur A1? On m'a donné sa masse, on m'a donné la masse molaire. Donc, ça me fait, voilà, sa masse sur 5 fois, je n'oublie pas ce dénominateur-là, ce qui fait 30 sur 5 fois 60. Eh bien, le nombre de moles de A1 sur 5 va conduire à combien? Ça me donne 0,1. Alors, je passe ici. Il s'agit d'une solution. On m'a donné sa concentration et le volume. C0, V0 sur 2. La concentration 0,2. Le volume, c'est 50 millilitres. Donc, 50 10 exposant moins 3 sur 2. Le résultat conduit à 5. Voilà, ça se voit, c'est même un calcul mental. Ça fait 5 10 exposant moins 3. Eh bien, qu'est-ce que je constate? Je constate simplement qu'il n'y a pas égalité entre les deux. Et s'il n'y a pas égalité entre les deux, cela veut dire qu'il y a un réactif qui est en excès. Ce réactif en excès, je dois le fuir. Je dois le fuir. Le nombre de moles, voilà. Voilà, ça c'est A1 sur 5, d'accord, qui est supérieur au nombre de moles de MnO4- sur 2. Le mélange n'est donc pas stoichiométrique. Il est un réactif en excès que je dois fuir. Le réactif en défaut est donc le réactif en défaut. En défaut, c'est MnO4-. C'est avec lui que je continue le travail. Cela voudra donc dire que je dois, en revenant donc à l'expression de ce rendement, je dois établir un lien entre le nombre de moles théoriques de B1 et celui du réactif en défaut, parce que c'est lui qui marque la fin de la réaction. Eh bien, en me référant, n'est-ce pas, à cette équation, le nombre de moles, donc d'après l'équation, le nombre de moles théoriques de B1, ça c'est B1, il est là, B1 plutôt, voilà, B1 il est là, sur 5 égale au nombre de moles limitant, il est là, nombre de moles de MnO4- sur 2. Je peux donc déduire, voilà, 1, ça fait 5 demi du nombre de moles de MnO4-. Et en revenant à l'expression du rendement, eh bien ce rendement me donne finalement nombre de moles de B1, voilà, qu'on obtient et dont on veut déterminer la masse sur
Voilà, 5 sur 2, MnO4 moins. Mathématiquement parlant, eh bien 2, donc ça remonte. B1 sur 5, voilà, MnO4 moins. C'est le rendement. Comme c'est sur B1 que je veux avoir une information, pour des extrêmes égales produit des moyens, je trouve 2, je suis égal à ça. Donc, nombre de moles de B1 me fait alors 5 fois le rendement fois le nombre de moles de MnO4 moins le tout divisé par 2. Et puisque c'est la masse que je cherche, la masse me fait alors, parce que en fait, quand je développe, ce nombre de moles me fait petit m sur grand m. Vous convenez avec moi que tout à l'heure, la grande masse, la masse molaire, va passer au numérateur. Alors, ça me fait 5 fois le rendement fois la masse molaire de B1 fois, comme ici, c'est la concentration et le volume qu'on m'a donné, je peux transformer donc C0, V0, le tout divisé par 2. Et le passage à l'application numérique, voilà, ça c'est l'application littérale que je me dois d'encadrer. MA me fait alors, non, B1 plutôt, ça me fait alors 5 fois 0,95 le rendement, 0,95 fois la masse de B qui me fait 58 fois C0, 0,2 fois B0 qui fait 50, 10 exposant moins 3, le tout divisé par 2. Eh bien, la masse de B1 va conduire à, si le calcul est bien fait, eh bien, ça va conduire à 1,4 g que je souligne de 2 traits. Voilà un peu ce que je tenais à partager avec vous sur cette notion. Ainsi s'achève le cours de ce jour que je vous remercie d'avoir suivi. J'espère qu'il vous aura été utile pendant cette période de corona. À ce propos, je vous exhorte à ne pas oublier les gestes barrières pour éviter la propagation de ce virus. Merci, au revoir.